Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo spéciale, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées pour le forum à questions que j'avais ouvert pour célébrer les 50 000 abonnés de ma chaîne. Et cela dit en passant, merci à vous tous qui continuez à soutenir ma pas si petite chaîne maintenant. Donc, continuez. Et je vous apprécie tous. Alors, commençons. Et les questions m'ont été envoyées en anglais et en français, les deux langues de ma chaîne, et donc je vais les traduire selon la langue pour s'adapter à cette vidéo. De Vaclav Fecht. Vaclav Fecht. Chapeau préféré à porter quotidiennement. Eh bien, celui-ci, vous l'avez déjà vu, c'est ma casquette plate verte, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très pratique et confortable, elle est imperméable, elle est légère, et donc j'aime bien la porter l'hiver. Elle est faite par Barbour, et c'est probablement celle où vous me verriez, surtout l'automne et l'hiver, le plus portée si vous me croisiez dans la rue. Donc voilà, c'est celle-ci, et vous l'avez déjà vue, c'était celle que j'ai portée dans ma vidéo sur la casquette plate. De Torgovi Flot M. Adin Shah, plus vite. Combien de couvre-chefs à votre disposition? Eh bien, ça fait un moment que je les ai pas comptés. La dernière fois, je crois que c'était pendant la pandémie, où j'avais pas vraiment grand-chose de mieux à faire pendant un moment. Et à ce moment-là, j'en avais, je crois, 82 ou 83, j'avais compté. Et depuis, j'en ai acquis un petit paquet, donc je pense que je dois tourner autour de la centaine maintenant. Stanley Holt, 8766. Qu'est-ce qui vous a intéressé au chapeau? C'est une bonne question. Il n'y a pas d'événement spécifique, mais je dirais que l'une des choses, c'est chez mon grand-père, il y a dans le sous-sol une salle où il y a un billard, et dans cette salle, il y a plein de vieux chapeaux qu'il gardait là-bas. Et quand on jouait au billard avec mes cousins, quand j'étais petit, on avait la tradition qu'il fallait mettre un chapeau quand on y jouait, un chapeau cocasse. Tradition que j'ai exportée en France. On a une petite salle avec un billard aussi, et donc j'ai mis certains de mes chapeaux là-bas. Et d'ailleurs, quand on est quand on est à la maison de mon grand-père, qui nous a quittés malheureusement, mais on y va encore avec des cousins, on fait encore ça, on porte des chapeaux. Donc ça m'a un peu inspiré. Et ensuite, quand j'étais au lycée, je portais une casquette similaire à ma casquette verte, un peu comme marque d'individualité. Je portais d'autres chapeaux, et donc c'est un peu comme ça que ça s'est développé. Non, l'orignal des marais, pardon. Les chapeaux présentés sont-ils rapportés de tes voyages? As-tu plus d'abonnés ou vues anglophones ou francophones? Certains de mes chapeaux sont ramenés de voyage. D'ailleurs, il y en a un dont je vais parler dans les mois qui viennent, que j'ai ramené l'été dernier de Corée. Donc ça dépend, mais c'est toujours quelque chose que j'aime bien trouver en voyage. Et j'en ai aussi qui ont été ramenés par des amis de voyage, parce que parfois, quand ils allaient dans un pays et ils demandaient ce qu'ils peuvent ramener, je leur ai dit, s'ils trouvent un chapeau rigolo, ou typique surtout, ils peuvent m'en ramener un. Donc, par exemple, un chapeau chinois. Donc, voilà. Et ai-je plus d'abonnés anglophones ou francophones? J'ai plus d'anglophones, pour la simple raison qu'il y a plus d'anglophones dans le monde que de francophones. Ce qui est intéressant, c'est que pendant un moment, les francophones avaient pris le devant, dû à ma vidéo sur le casque à pointe, je ne sais pas pourquoi, mais depuis, les anglophones ont rattrapé et dépassé. Donc, les francophones, euh, vous avez un défi à relever. Et mais je pense que j'ai pas les chiffres exacts, j'estime que j'ai entre 3 ou 4 fois plus d'abonnés et de visionneurs anglophones que francophones. Mais je vais continuer à faire les vidéos dans les deux, de toute façon, ça ne va pas m'arrêter. P.B. Getson. Quel est le style de chapeau le plus vieux qui est encore couramment porté quelque part aujourd'hui, dont vous avez parlé sur votre chaîne? Alors j'en ai un petit peu deux en tête. Il y en a une dont je viens de mentionner, la casquette plate, qui est encore couramment portée et dont les origines remontent un peu au XVI-XVIIe siècle. Mais je pense que, si on est honnête, l'un des types les plus portés couramment, qui doit être le plus vieux, c'est le simple bonnet en laine, qui est une conception très, très simple, très pratique, et donc porté depuis des siècles et des siècles, et qui n'a pas l'air de perdre en popularité, parce qu'il fait encore froid.
Donc ces 2-là. Il y en a d'autres qui sont très vieux, qui sont portés dans diverses régions du monde, mais la casquette plate et le bonnet en laine, sont probablement ceux qui sont portés le plus universellement dans le monde couramment, je dirais. De Kiaï 109, mais qui êtes-vous? Que faites-vous aux États-Unis? Qui suis-je? Jean-Charles Foyer. Salut. Que fais-je aux États-Unis? J'y habite une partie de l'année. Je suis moitié américain, donc j'aime bien être dans la région où je me trouve aux États-Unis. Je suis aussi une partie en France, qu'est-ce que je fais? Je suis historien ici. Voilà. Magnificus 85-81. Quel est le chapeau le moins utile de l'histoire? J'ai tendance à penser vers le shako, totalement ridicule pour combattre. Alors, quand on dit moins utile ou plus inutile, c'est difficile à définir parce que tous les chapeaux ont en gros une utilité, même si elle ne paraît pas très pratique. Le shako a une utilité, plus que certains chapeaux militaires, parce qu'il a une petite visière, donc il pouvait protéger les yeux du soleil ou de la pluie. D'accord, il était très encombrant et lourd et peu pratique pour le combat, mais il avait cette utilité, ce qui le place au-dessus, par exemple, du calot ou des fez que portaient certaines unités coloniales dans le passé, qui non seulement n'avaient pas de visière, mais ne protégeaient pas du froid ni de la pluie. Par contre, on peut dire qu'ils avaient une utilité parce qu'ils indiquaient le régiment ou l'unité du porteur, son grade, et pouvaient donner un esprit de corps. Quant au chapeau civil, on pourrait dire que, par exemple, les petites calottes comme les kippas ou la taqiya que portent les juifs ou musulmans, d'un côté pratique, ne sont pas très utiles, surtout en pays ensoleillé. Ils n'ont aucun rebord, ils ne sont pas imperméables, ils ne tiennent pas chaud, mais ils ont une utilité parce qu'ils sont une grande importance religieuse pour le porteur. Donc, tout chapeau a une importance et est utile d'une certaine façon, que ce soit pratique, symbolique, sentimentale. Donc, pour répondre à la question, la seule que je pourrais penser, c'est peut-être l'espèce de truc que portait, c'est la princesse Béatrice, je crois, pour le mariage de Will et Kate. C'était un truc bizarre, donc on va aller avec ça pour l'instant. JANKK 4. Où achetez-vous vos chapeaux? Beaucoup d'endroits différents. Comme j'ai dit, j'en ai ramené certains de voyage, et j'ai des amis qui m'en ont donné. J'ai aussi quelques chapelleries que je connais, mais la plus grande majorité viennent d'endroits sur internet. J'en trouve un petit peu partout et je prends des recommandations, je fais des recherches, des répliques, des sites de chapeaux. Donc l'internet, c'est l'endroit où j'obtiens la majorité de mes chapeaux maintenant. De Arnold Dome. Avez-vous déjà essayé de concevoir un chapeau vous-même? Bon, j'en ai pour rigoler, je faisais un petit peu des histoires et des mondes imaginaires quand j'étais plus jeune. Et je concevais des chapeaux pour ça, un peu surtout des trucs militaires. Mais vraiment, non, j'ai déjà personnalisé, commandé des chapeaux personnalisés, et modifiés selon mes goûts spécifiques, mais j'en ai jamais vraiment développé un complet. Si jamais j'ai une idée, je devrais peut-être essayer, mais jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu une bonne idée. Donc, bon, je préfère porter ceux conçus par des professionnels. De Michael 27 930. Il y a plusieurs questions. Comment vous est venue la passion des chapeaux? Où trouvez-vous vos infos? Vous êtes originaire d'où? Votre chapeau préféré? Et les chapeaux présentés sont-ils à vous? Alors, pour répondre aux questions, bah, la passion des chapeaux, j'en ai un petit peu mentionné. C'était les chapeaux qui étaient à la maison de mon grand-père et ensuite un peu une marque de différenciation quand j'étais un adolescent qui m'est resté. Je pense que mon goût pour les chapeaux s'est amélioré, mais j'ai longtemps aimé les porter. Où est-ce que je trouve mes infos? Beaucoup sur internet, mais j'essaye de trouver des sources sûres et de confirmer ce que je lis quand je fais mes recherches. Je passe beaucoup de temps à chercher quand j'écris mes scripts, mais j'en trouve aussi dans des livres soit que je possède, soit que je trouve à la bibliothèque municipale de là où j'habite, et d'autres documentaires. Donc, j'essaye d'avoir une variété de sources pour confirmer mes informations. Vous êtes originaire d'où? De Normandie. Je suis né en Normandie, père français, mère américaine, et donc je considère souvent que j'ai un peu 2 chez moi, la Normandie et le Missouri, mais j'ai grandi en Normandie, dans le Calvados.
Mon chapeau préféré, je l'ai montré tout à l'heure, c'est ma casquette plate, c'est le chapeau que je porte le plus souvent et que j'aime le mieux porter. Sinon, un type de chapeau que je ne porte pas parce que je ne suis pas militaire, mais que j'aime beaucoup, c'est le képi, que je trouve très élégant comme coiffe d'uniforme. Les chapeaux présentés sont-ils tous à moi? Presque. Quasiment tous que vous avez vus dans mes vidéos sont à moi. Il y en a deux, trois que j'ai empruntés, comme certains des casques de la Première Guerre mondiale dans la vidéo que j'ai faite là-dessus. J'en ai emprunté un ou deux à un ami qui les collectionne. Et puis, à l'avenir, quand je vais faire parce que je prévois d'en faire quelques-unes, des vidéos sur des chapeaux féminins, évidemment, je n'en possède pas moi-même, donc je vais en emprunter à une amie. Sinon, tous les autres sont à moi. Stephen J. Lovelace. Y a-t-il un chapeau dont vous ne parleriez pas de peur d'appropriation culturelle ou autre raison? Alors, c'est pas qu'il y en a où j'en parlerai pas, mais je ferai mais je ferai plus attention sur certains. Un qui me vient à l'esprit immédiatement serait la grande coiffe indienne des Indiens d'Amérique, qui a non seulement une forte importance culturelle pour eux, mais a aussi été assez malmenée culturellement pendant des siècles. Donc, il faudrait déjà que je puisse en emprunter une pour une vidéo et probablement que j'obtienne la, la bénédiction, sinon la permission d'une tribu pour pouvoir le faire. Mais sinon, pour les chapeaux d'autres cultures, généralement, j'espère que je les couvre toujours avec respect et que je les promouvois euh, plutôt qu'autre chose. Et j'essaye, si j'ai un doute, de demander à quelqu'un de la culture en question, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment eu de problème. Donc, j'espère continuer ainsi. Donc, la réponse courte est non, il n'y a pas de chapeau dont je ne parlerai pas. Il y en a peut-être quelques-uns où je ferai quelques étapes en plus pour m'assurer d'être respectueux. De Laman Knight. S'il y avait un type de chapeau historique populaire que vous renderiez populaire de nouveau aujourd'hui, lequel choisiriez-vous? Bon, il y en a sûrement plusieurs, mais comme ça, d'instinct, je dirais le tricorne. Je trouve que c'est un chapeau élégant, j'aime bien, donc comme ça, à froid, je dirais le tricorne. Kevin00 McCoy. Comment est-ce que le travail de cette chaîne intersecte avec votre travail professionnel et vos hobbies personnels en dehors de la chaîne? Alors, bien, l'un des travaux que je fais en dehors, c'est historien, donc euh, certaines des capacités que j'utilise pour la chaîne sont celles que j'ai acquises dans mon travail historique et dans mon éducation pour ça. Et donc, c'est un peu comme ça que ça intersecte. Et puis, cette chaîne a commencé à paraître un petit hobby personnel parce que je collectionnais déjà les chapeaux et j'aimais bien les accumuler. Donc, c'est encore, on peut dire, un hobby qui a grandi plus que je ne pensais, que je n'ai jamais pensé, mais c'est un peu comme ça que ça se mêle. Et certains des chapeaux, je les porte dans la vie de tous les jours, mais d'autres moins souvent. Lord Dees 1381. La seule question que j'ai est, portez-vous des chapeaux dans votre vie quotidienne? Si oui, lesquels? Alors oui, absolument, j'en porte. Euh, Comme j'ai dit, le chapeau que je porte le plus souvent, c'est ma casquette plate. Alors je porte les chapeaux, souvent, j'essaye de les porter quand les circonstances sont appropriées. Un chapeau approprié aux circonstances ou à la météo. Alors, donc ma casquette imperméable, je la porte souvent l'automne, l'hiver, quand il pleut, quand il fait plus frais. Je porte mon fedora quand je mets un costume, par exemple. Mon ushanka quand il fait très froid, ou mon panama quand il y a du soleil. Et donc, ça dépend de la circonstance. Et il y a bien des fois où la circonstance ne s'y prête pas, donc je ne porte aucun chapeau. Euh, J'en porte souvent, beaucoup plus souvent que la personne moyenne, mais il y a bien des fois où vous me verriez nu-tête dans la rue, donc ne soyez pas trop surpris. Oui, je porte des chapeaux dans la vie de tous les jours. Avez-vous découvert, alors de Dina Patterson 1559, avez-vous découvert une raison, sensible ou non, pourquoi se couvrir la tête est un signe de respect? Se découvrir la tête pour être plus vulnérable semble plus facile à décoder, aussi bien que couvrir les cheveux d'une femme qui semble être une attraction pour les hommes. Alors, oui,
la tradition de se découvrir ou découvrir la tête comme signe de respect dépend de la culture, et cela vient du fait que la tête est considérée, à juste titre, comme la partie la plus importante du corps. Et donc, dans la tradition occidentale, on a tendance à se découvrir parce qu'on voulait se montrer vulnérable face à la personne euh, à laquelle on parle comme signe de confiance, la confiance qu'il ne nous fera pas de mal, et donc c'était là le respect. Mais d'autres cultures trouvent que, au contraire, il faut se couvrir la tête par humilité, par modestie envers soit son hôte, soit Dieu ou les dieux euh, auxquels on croit. Et donc, en réponse à la question, c'est par modestie, par humilité. Voilà. Nico l'anonyme. Vous vivez bien aux USA? Si oui, quel est votre métier? Comment vous êtes-vous retrouvé là-bas? Alors oui, j'habite aux États-Unis, enfin une partie de l'année, j'habite une partie de l'année en France, je partage mon temps entre les deux. Et aux États-Unis, quand je suis ici, je suis en train de filmer la vidéo aux États-Unis tout de suite, je suis historien. Et donc, je travaille avec divers organismes historiques ici. Et comment me suis-je retrouvé là-bas? La moitié de ma famille est américaine, ma mère est d'origine américaine, donc j'ai toujours un peu voyagé entre les deux. Et donc, j'aime bien les deux, donc j'ai voulu habiter une partie de l'année ici. Voilà comment je me suis retrouvé. Werner Zygmunt 9544. Quel chapeau du passé pensez-vous a perdu sa popularité, mais vous espérez qu'il regagnera cette popularité? Eh bien, tristement, je dirais quel chapeau? Tous. Tous les chapeaux en général ont connu une perte de popularité dans les années 60. J'ai d'ailleurs écrit un script pour une vidéo sur le sujet qui sortira sûrement dans les mois qui viennent. Et ça, c'est pour diverses raisons qui prendraient longtemps à expliquer, mais il faudra regarder la vidéo. Donc, ma réponse serait tous, et j'espère que tous regagneraient en popularité. Je suis pas très optimiste, mais donc je fais moi de mon côté tout pour, comme vous le voyez bien. De JFD 7090. Ah, plusieurs questions encore. Le bonnet d'âne, les couvre-chefs très anciens. À quoi sert un chapeau? Les hommes ou les femmes célèbrent leurs chapeaux. Les coiffes indiennes, j'imagine indiens d'Amérique, mais la sociologie du chapeau à travers les âges. Alors, bon, le bonnet d'âne, qu'on voit encore parfois dans des dessins animés ou des bandes dessinées, genre l'élève du Cobu, il forçait les mauvais élèves à le porter un peu pour leur faire ressentir de la honte pour leur mauvais travail scolaire. C'était une forme de punition, et c'était un peu, j'imagine, pour les motiver à s'améliorer, mais en fait, ça ne marchait pas très bien. Ça les marquait surtout de façon négative, et donc la pratique a été abandonnée au fil des ans. Euh, Ce que je pense est une bonne idée parce que c'était pas très, ça marchait pas très bien. Des couvre-chefs très anciens, ils en ont retrouvé dans des tombeaux d'Égypte, par exemple, qui ont plusieurs milliers d'années, avec des peintures sur les murs indiquant des gens comment ils les portaient. Et un notoire est le chapeau de Ötzi, qui est un homme découvert, préservé dans un glacier sur la frontière entre l'Italie et l'Autriche, qui a été estimé à avoir plus de 5000 ans, et il portait un chapeau en fourrure d'ours qui était bien préservé avec lui, et apparemment des répliques ont été faites et il marche assez bien, donc bon, il savait déjà en faire. Donc je pense que chapeau de plus de 5000 ans, ça compte comme un chapeau très ancien. À quoi sert un chapeau? Eh bien, tout simplement à protéger la tête, que ce soit des éléments, de la pluie, du soleil, ou des coups, comme pour un casque. Le but primaire d'un chapeau était de protéger la tête. Et tout le reste, l'esthétique, les connotations religieuses, les connotations sociales, vient après. Mais ça, ce n'est que en plus de la protection de la tête. Les hommes et les femmes célèbrent leurs chapeaux. On a des centaines et des centaines de Bogart et son fedora, de Napoléon et son bicorne, de Lincoln et son haut de forme. Il y en a beaucoup trop à énumérer dans une
petites vidéos comme celle-ci, mais croyez-moi, vous en trouverez des listes et des listes. Les coiffes indiennes, alors comme j'ai dit, j'imagine que c'est les Indiens d'Amérique. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de culture et de signification autour de ces coiffes. Il faudra voir si j'arrive un de ces jours à faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est un sujet très intéressant, mais comme j'ai dit, délicat, surtout d'un point de vue d'un Américain, en raison de l'histoire complexe des Indiens dans le pays. Donc, je veux faire ça avec respect si je le fais. On verra. Et la sociologie du chapeau à travers les âges, pareil, bon, je pense que je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur le sujet, mais de façon courte. Le chapeau ayant été un attribut très visible, a toujours été d'une grande importance. Il y avait une longue période dans le temps où il était impensable de sortir sans chapeau. Tous les pays ont des chapeaux distincts et ils ont longtemps servi comme marque de classe sociale, de richesse, de pouvoir. Donc c'est, ça a toujours été un élément vestimentaire important. De Vislante. Une question peut-être indiscrète. Si j'y réponds, c'est que je trouve pas que c'est si indiscret que ça. Mais êtes-vous bien français ou francophone de base ayant déménagé aux États-Unis et appris l'anglais là-bas, ou bien américain de naissance ayant appris le français a posteriori, ou peut-être un mélange des deux, famille bilingue, proche francophone aux US? Votre accent en français sonne très légèrement comme venant d'outre-Atlantique. La réponse courte est oui. Pour élaborer un peu, oui, c'est un mélange. Je suis né en France d'un père français et d'une mère américaine. Étant l'aîné à l'époque où mes parents sont mariés, mon père parlait mieux anglais que ma mère français, donc j'ai appris l'anglais d'abord. Je n'ai appris le français qu'en arrivant en maternelle, mais bon, je l'ai pris très vite, comme vous le voyez, et j'ai grandi très bilingue. Et donc, je, mon accent, je pense, vient du fait que je passe beaucoup de temps dans les deux pays et que je jongle les langues beaucoup. Donc, même si j'ai un accent théoriquement français en français et américain en anglais, il est un petit peu déformé par l'un et l'autre. Donc, je ne sais pas quel est mon accent, c'est franco-américain. Voilà. Et enfin, B3SD B01N. Basé sur sa praticalité, opteriez-vous pour la Bergmütze ou la casquette de baseball? Une réponse peu satisfaisante, mais ça dépend. Parce que les deux ont un rôle assez défini, je pense. Quand je suis dans un endroit plus ensoleillé, plus chaud, ou en faisant du sport, c'est la casquette de baseball qui est plus pratique pour ça. Elle tient mieux à la tête, elle est moins chaude, elle est moins lourde. Et donc, comme j'ai dit, si je suis dans le show ou un match de baseball, allez les Royals, je porterai ma casquette de baseball, mais j'aime bien aussi faire du ski, donc je vais à la montagne. Et à la montagne, je porte ma Bergmütze, qui est plus épaisse. D'abord, ça rentre un peu dans le style de l'endroit et c'est quelque chose que j'aime bien. Mais aussi, quand il fait bien froid, parfois je descends les oreillettes parce que c'est pratique pour garder la tête chaude. Donc, réponse courte et ça dépend si je suis à la montagne ou non. Donc voilà, c'est les questions que vous m'avez envoyées. J'espère que j'y ai répondu de façon satisfaisante pour vous. Et on verra, moi j'ai bien aimé faire ça, donc peut-être que je le ferai de nouveau pour quand j'atteindrai 100 000 abonnés. Donc dites à vos amis et à votre famille de s'abonner et on s'y retrouvera peut-être. Mais donc jusqu'à ce moment-là et jusqu'à une autre vidéo, chapeau à vous tous.